J'ai eu envie de vous raconter un peu l'événement qui a été la sortie d'Amélie Poulain parce que je me suis dit que dans 5 ans tout ça serait oublié et que ça serait, en tout cas pour moi en tant qu'amateur de DVD, j'avais envie, puisque je vais avoir moi aussi le DVD en tant que collectionneur, d'avoir une petite trace, un espèce de souvenir de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, j'avais envie de vous le raconter. Puis aussi, comme je collectionne aussi les DVD, j'ai vu celui du Sixième Sens. J'ai vu Night Shyamalan qui racontait le destin qui a accompagné un peu son film, le Sixième Sens, et aussi Stallone qui avait fait Rocky, pour qui ça a été une aventure assez extraordinaire aussi. Donc voilà, je me suis dit, tiens, faisons ça. Alors déjà, je voudrais commencer par vous parler du titre, parce que le titre du fabuleux destin d'Amélie Poulain était un petit peu long à trouver. Et encore une fois, ben voilà, c'était une histoire de destin. Et moi, j'aime beaucoup les histoires de hasard et de destin. Et il y en a beaucoup qui ont accompagné ce projet. Et ben, le premier, c'était le titre. C'est-à-dire qu'au départ, ça s'appelait Amélie des Abbesses. On avait trouvé ça avec Guillaume Laurent. Et c'était assez joli, Amélie des Abbesses, sauf que personne ne savait ce que c'était que la place des Abbesses en dehors de Montmartre, peut-être de Paris. Mais en tout cas, dès qu'on passait le périphérique, personne ne savait. Donc on s'est dit, ça va pas. Alors on a cherché. Alors je peux pas, je vous raconterai pas par quoi on est passé, des aventuriers de la chair de poule à des titres encore plus aberrants. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé le fabuleux destin d'Amélie Poulain en cherchant dans des listes de vieux films, et je suis tombé sur un vieux film de Sacha Guitry qui s'appelait, je sais plus comment, le fabuleux destin de Désiré, je sais plus comment. Et voilà, ça m'a inspiré, mais j'étais pas particulièrement fier ni content de ce titre. Et puis finalement, il s'est avéré que le film a eu un fabuleux destin, et que finalement le titre était un peu prémonitoire. Et chacun s'en est servi, l'a réutilisé, le fabuleux destin d'Amélie Maurespo au tennis, etc., etc. Donc finalement, voilà, une chose qui s'est fait naturellement. Et il y en a eu plusieurs comme ça, donc je vous disais, de coups de destin. Et je me souviens par exemple de ma rencontre avec Guillaume Laurent, mon co-scénariste. Il avait vu Délicatessen il y a une dizaine d'années. Et il avait eu envie d'envoyer un petit script qu'il avait écrit pour se faire connaître, pour me rencontrer. Et il a regardé dans l'annuaire, il y avait 2 Marc Caro. Alors, il ne savait pas lequel était le bon, donc il a regardé à Genève, il n'y en avait qu'un, Jean-Pierre. Donc déjà, il y avait une chance sur 2, il a pris le bon aiguillage. Et le truc m'est arrivé, je l'ai lu, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je l'ai rappelé, ce que je ne fais pas toujours. Et je suis tombé sur un message téléphonique qu'il laissait, qui était vraiment marrant. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, le destin. Bon. Après, le troisième coup de destin, ça a été Emily Watson. Vous savez que je l'ai raconté beaucoup dans les interviews que j'avais pensé à elle en écrivant le script, parce que parfois c'est bien de penser à quelqu'un quand on écrit, d'avoir une idée précise. Et je pensais au personnage de Breaking the Waves. Et donc je l'ai rencontrée, Emily Watson, parce que j'avais lu dans une interview qu'elle souhaitait travailler avec moi, qu'elle avait envie de travailler avec moi. Donc ça s'est fait, on s'est rencontrés, on a fait des essais. Son français, évidemment, n'était pas très bon, parce qu'elle ne parle pas français du tout. Alors donc, je me suis dit, ça serait quand même dommage de perdre un peu de sa qualité d'actrice. Donc j'ai fait une nouvelle version en anglais, j'ai perdu un peu de temps avec ça. On s'est revus de nouveau, on a fait des essais en anglais, c'était beaucoup mieux. Et puis finalement, un jour, elle m'a appelé pour me dire, je ne ferai pas ton film, Jean-Pierre, parce que pour des raisons personnelles, je ne veux pas quitter Londres pendant 5 mois. Voilà. Alors, donc, j'ai bien été obligé de faire un casting en France, et bien c'est comme ça que j'ai rencontré Audrey Tautou. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que c'était une fausse bonne idée, Millie Watson, parce que le fait qu'elle soit anglaise, qu'elle vienne à Montmartre, c'était un peu compliqué. Imaginez quand elle va piquer le nain de jardin, qu'elle reprenne le TGV pour aller piquer le nain de jardin, c'était quand même un peu tiré par les cheveux. Donc voilà, le destin a fait que ça ne devait pas se faire, et ça s'est pas fait. L'aventure du film avait commencé de manière un peu bizarre, figurez-vous, parce que j'étais embringué avec une société de production, avec des producteurs, des financiers, qui sont très connus, que je ne citerai pas, et qui avaient envie de faire cette affaire avec moi. Mais j'entendais souvent prononcer le mot affaire, et j'entendais jamais parler de mon scénario ou du film. Donc je sentais qu'il y avait une démarche qui était un peu bizarre, qui était plus un désir de faire peut-être une affaire que de faire un beau film. Et puis, on a fait un devis, et le devis était beaucoup plus élevé que ce que j'imaginais au départ. Pour moi, c'est un tout petit film français qui coûtait rien, et puis finalement, on a abouti à un devis de 70 millions. Alors, on m'a demandé de simplifier, de couper, et ça me rappelait tellement ce que j'avais connu aux États-Unis, où sans arrêt, il fallait simplifier et couper, que c'était pas vraiment l'idée que j'avais de ce film. Alors j'ai fait des efforts, j'ai essayé de simplifier certaines choses, mais on n'est pas descendu assez. Et les producteurs, un jour, m'ont dit, en plus, on n'arrive pas à le vendre à l'étranger, on pense qu'on ne pourra pas en obtenir plus de 9 millions, alors qu'en fait, le film a été vendu plus de 45 millions de francs à l'étranger. Donc finalement, ces producteurs-là m'ont laissé tomber, ils m'ont dit, non, ça ne nous intéresse plus, au revoir. Donc je suis parti chez UGC, je me souviens avoir donné le scénario un vendredi soir, et le lundi matin à 9 h, on signait le contrat, parce que UGC était vraiment amoureux du scénario, grâce à une productrice qui s'appelle Brigitte Massioni. Elle est tombée vraiment, vraiment sincèrement amoureuse du scénario, elle m'a soutenu tout le long,
et ils m'ont fait une totale confiance. Et donc, encore une fois, c'était un bon destin qui a accompagné ce film. Ça ne devait pas se faire avec certaines personnes, ça s'est fait avec d'autres. Et c'était comme ça, c'était écrit, et les choses se sont remises en place d'elles-mêmes. Quand je suis revenu des États-Unis, j'avais envie de faire un tout petit film français très personnel, un tout petit truc un peu cheap. C'était le film que j'avais envie de faire depuis toujours, que j'avais dans la tête. Mais pour moi, c'était un petit film très risqué. En aucun cas, je risquais de faire un malheur avec ce film-là. En tout cas, c'était clair dans ma tête. Je me souviens même, pendant les premières interviews, avoir dit quel bonheur ça doit être un jour de faire un film qui atteint le grand succès populaire, dont tout le monde s'empare. Mais moi, ça m'arrivera jamais parce que je suis bien conscient de ne pas faire de films comme, par exemple, je disais à cette époque, La vérité si je mens. Et jamais j'aurais pu imaginer qu'on serait au point de les rattraper aujourd'hui, de faire le même score que ce film-là. Et ça, c'était un immense cadeau, donc d'atteindre, avec un film particulier, d'atteindre un succès populaire. Ça, c'était un immense cadeau. En fait, de tout premier, ça a été une fiche de lecture établie par mon agent, mais quelqu'un qui travaillait pour mon agent. Et pour une fois, mon agent me l'a envoyé, alors que d'habitude, il garde ce genre de choses secrètes. Et c'était juste après le scénario, donc, alors qu'on le faisait lire pour avoir des impressions, pour avoir un peu un retour, pour pouvoir corriger, éventuellement faire une deuxième version. Eh bien, quelqu'un a établi une fiche de lecture, et cette fiche de lecture est exactement le reflet des critiques qui auraient lieu par la suite. Et je dois vous avouer que ça m'a donné une espèce de confiance pendant tout le tournage. Je me suis toujours dit, j'aurais jamais d'aussi bonnes critiques que cette pré-critique. Et en fait, si, ça s'est confirmé par la suite, et ça m'a donné une vraie confiance. Ensuite, le premier vrai prémisse, ça a été quand on a fait des test screenings. Alors ça, les tests, moi j'ai appris à faire ça aux États-Unis. Évidemment, les Américains font ça couramment. Ils invitent 400 personnes qui n'ont jamais vu le film. Ils leur projettent, et puis après, ils les interrogent, ils les cuisinent, ils font remplir des questionnaires. Et puis même, ils font ce qu'on appelle un focus group. Ils convoquent 20 personnes prises au hasard, et ils les interrogent pour essayer de comprendre s'il y a des problèmes. Alors moi, j'avais décidé de faire la même chose avec mon monteur. On a organisé nous-mêmes une test screening avec la grande différence avec les États-Unis, c'est que là, je n'avais pas à tenir compte de ce qu'on me disait, j'en faisais ce que j'en voulais, évidemment, parce que évidemment, en France, j'ai le final cut, je fais ce que je veux. Donc, j'ai copié un peu les questionnaires américains et ça nous a été utile pour comprendre un ou deux petits problèmes. Je me souviens que c'était un peu difficile pour les gens de comprendre que la clé, c'était la clé, que la clé qu'elle pique à l'épicier, c'était la clé de l'épicier parce que c'est marqué nulle part. Le genre de truc est évident quand on fait un film pour nous, qu'ils faisons, et puis en fait pour le spectateur beaucoup moins. Donc voilà, on a rajouté une petite voix. Vous voyez, on fait des petites bricoles comme ça pour ajuster les choses. Donc on a fait ces tests screening juste en dessous de notre salle de projection, ou dans la même salle où plus tard on a fait l'étalonnage en numérique chez Dubois. Et on n'a pas invité 400 personnes par hasard, parce que ça, on n'en aurait pas été capable. On a invité 2 fois 40 personnes, des moins jeunes et des plus jeunes, en deux parties. Et les résultats ont été si positifs, si étonnants, si enthousiastes, que je n'ai pas voulu y croire. Je me suis dit non, ça c'est parce qu'on les a invités, mais en fait, ils doivent être flattés d'être invités, ils doivent être contents, ils ne veulent pas nous être désagréables, donc il ne faut pas en tenir compte. Alors bien sûr, ça m'a quand même un peu rassuré, parce que je me suis dit, ça aurait pu être complètement négatif, ça aurait pu être que des mauvaises notes, des zéros partout, et à ce moment-là, il y aurait vraiment de quoi flipper. Bon, là, sûrement que ça va aller, mais je ne pouvais pas croire que ça allait se passer comme ça. Et en fait, c'était encore une fois le reflet de ce qui allait se passer plus tard. Après ces test screenings, on a eu une grosse déception. Ça a été le Festival de Cannes. Alors, on était assez confiants, on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose avec ce film, et on hésitait à le présenter ou non au Festival de Cannes. On avait eu une expérience avec Caro un peu négative à l'époque de La Cité des Enfants Perdus. Pas totalement négative, un peu fraîche, un peu froide. Quand on fait l'ouverture du Festival de Cannes avec un film français, je me souviens, Toscan du Plantier disait « on a l'impression d'être un lapin le jour de l'ouverture de la chasse ». Ben voilà, c'était un peu l'impression qu'on avait eue. Et donc, pour Amélie, on avait un peu hésité. Puis finalement, on s'est dit oh, « c'est plus humaniste que La Cité, peut-être on peut prendre le risque, allons-y ». Et donc, on l'a présenté à Gilles Jacob un jour, pratiquement terminé, il était encore en vidéo, il n'était pas totalement étalonné, mais c'était pas du 35 mm, mais le film était complètement fini. Et on l'a présenté à Gilles Jacob pour avoir un son de cloche, pour savoir si on pouvait ou non prendre le risque de l'inscrire. Et le retour a été très clair. Le film n'est pas intéressant, c'est un sujet qui n'est pas pour Jean-Pierre Jeunet, qui a du talent, mais là il s'est trompé de sujet, enfin voilà. Mais vous pouvez quand même vous l'inscrire si vous voulez. Voilà ce qu'on nous a dit. Donc évidemment, ça ne nous a pas tellement encouragés, puisque en l'inscrivant, on était obligé d'attendre
une réponse qui intervenait plusieurs mois plus tard, et donc trop tard pour nous sortir le film avant le Festival de Cannes. Et une chose qui me paraissait évidente, c'est que c'était un film de printemps, c'était pas un film de rentrée, pas un film de septembre, et qu'il fallait le sortir avant ou pendant le Festival de Cannes. Donc, devant cette opinion qui a été confirmée par Thierry Frémaux, le collègue de Gilles Jacob, on s'est dit, tant pis, ne prenons pas le risque, on ne va pas attendre plusieurs mois, ne pas sortir le film pour se faire rejeter. Donc pendant 24 heures, tout le monde était un peu secoué, on se disait, tiens, bon, on pensait que le film était mieux que ça. Et puis on a oublié, et donc on a pu préparer une belle sortie. Et voilà qu'en fait, Cannes, ça a été, après une espèce de polémique qui s'est mise en place, qui nous a complètement échappé, parce qu'évidemment, les journalistes ont commencé à apprécier le film, un bruit a commencé à courir, et alors tout le monde est tombé sur le pauvre Gilles Jacob, tout le monde a commencé à vouloir des explications. Alors tout le monde, il y a eu une polémique dans Libération sur le fait que le film n'était pas à Cannes, et tous les jours pendant le Festival de Cannes, le film français sortait des petits dessins d'humour se moquant de Gilles Jacob. Enfin, ça nous a totalement dépassé. Donc en fait, nous on a été déçus pendant 24 heures, et puis en fait, moi je m'en suis très vite remis parce que finalement on était soulagés, on savait qu'on n'allait pas devoir courir le risque de tout miser sur le Festival de Cannes. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris cette année, c'est que si on peut s'en passer du Festival de Cannes, c'est bien, c'est une très bonne chose. Juste après ce refus du Festival de Cannes, on a commencé à faire des projections de presse, d'abord pour les mensuels, et on était donc un peu échaudés, on ne savait pas trop. Et puis on a constaté que ça se passait bien, même plus que bien. Mais moi, j'étais un peu méfiant. Et mon attachée de presse, Isabelle Sauvanon, me disait, mais non, tu vas voir, je t'assure, j'ai jamais vu ça, des réactions comme ça. Ils veulent mettre 4 étoiles dans le studio. Donc, on a commencé à prendre petit à petit confiance. Et puis, un jour, on a fait une grande projection de presse au cinéma Normandie devant 800 personnes. Il y avait un mélange de l'équipe technique, quelques invités, puis il y avait le gros de la presse. Et ça s'est super bien passé. Les gens ont applaudi à la fin, ce qui n'arrive jamais dans les projections de presse. Les journalistes sont plutôt froids. Et donc là, on a senti vraiment qu'on tenait quelque chose. Et là, les journaux ont commencé à sortir et c'était du jamais vu. C'est-à-dire qu'à la fin, eh bien, je dois dire qu'on a eu à peu près 450 environ critiques positives, voire dithyrambiques, contre 6 critiques négatives. Et un résultat comme ça, je peux vous dire que je suis prêt à signer pour tous mes films de la même façon. C'était quelque chose d'inimaginable. Alors après, il y a eu l'audience, c'est-à-dire que le premier jour, un réalisateur, il faut le savoir, est complètement angoissé. Il ne sait pas ce qui va se passer, il doute de tout. Donc moi, j'ai été emmerdant avec tout le monde, avec la bande-annonce, avec l'affiche, avec le concept, parce qu'on doute, on ne sait pas. Alors on a l'impression qu'il ne se passe rien, que personne ne s'y intéresse, que personne n'en entend parler. On est dans un état, et c'est tous les metteurs en scène, croyez-moi. Et puis le film est sorti, et le premier jour, on a fait un score, je ne sais plus exactement, mais la première semaine, on a fait exactement 1 250 000 entrées. C'était énorme, et c'était déjà gagné, parce que un film comme Délicatessen faisait 1 400 000 entrées sur toute sa carrière. Et là, en presque une semaine, c'était déjà quasiment atteint. C'était inimaginable. Et il s'est passé une chose, c'est que c'est installé très rapidement un bouche à oreille qui a fait que le succès du film a pu durer pendant des mois et des mois. Moi, j'en ai eu l'écho aussi par les courriers et les emails. Alors, j'ai reçu des centaines et des centaines d'emails et puis des courriers. J'en reçois encore aujourd'hui, 5 mois après, un peu moins maintenant. Et alors, ça a été, j'ai dû recevoir à peu près 500, 600 lettres. Et c'était vraiment touchant parce que ça allait de lettres de témoignages de sympathie, de lettres de remerciement. Et parfois, c'était des lettres plus pathétiques, de gens un peu seuls qui se reconnaissaient en Amélie. Parfois, c'était des courriers pleins d'imagination. J'en ai préparé un ou deux parce que je crois que celui-là, c'est le sommet de l'imagination. C'est une fille qui s'appelle Julie. Et cette fille, regardez, a écrit au dos de l'enveloppe, parce qu'elle n'avait pas mon adresse, elle a écrit au dos de l'enveloppe une lettre au facteur pour l'expliquer à quel point il était important que cette lettre me parvienne, que c'était tellement important. Eh bien, la Poste a joué le jeu et la Poste me l'a amené personnellement chez moi, ce qui est quand même plutôt rare. Et donc, à l'intérieur de la lettre, il y avait un petit mot écrit à révéler à l'encre invisible avec du jus de citron. Voilà, une lettre où elle se déguisait de maman Zorro pour me remercier. Vous voyez, une lettre charmante. Et quelques semaines après, j'ai reçu la suite, et voilà la suite. C'est une bouteille, comme une bouteille jetée à la mer, avec encore de nouveau une lettre qui est l'étiquette de la bouteille, qui explique au facteur comment me retrouver, qu'il faut absolument me retrouver à Montmartre. Et dans cette lettre, il y a une espèce de poème qu'elle a écrit, voilà, une bouteille à la mer. Voilà, donc un courrier plein d'imagination. Et il y en a eu plein comme ça. Parfois, il y a eu des lettres aussi plus tragiques, des gens qui ont perdu un parent et qui le reconnaissent en Amélie et qui souhaiteraient me rencontrer, des choses un peu plus dures. En tout cas, tous ces témoignages, j'avais jamais connu ça. Avec Alien, j'en avais eu quelques-uns, mais ça n'avait absolument rien à voir.
Et puis après, il y a eu tout le délire de la presse, chacun voulant étudier pourquoi Amélie était un si grand succès. Alors on a eu des pleines pages dans Le Figaro, on a eu une pleine page dans Le Monde. Dans Elle, il y avait Devenez Amélie, habillez-vous comme Amélie Poulain. Il y a une espèce de récupération du phénomène qui a été absolument incroyable. Et un des titres qui m'a le plus frappé, c'était dans Le Monde, c'était à la une, c'était Les Français, le président et Amélie Poulain. Et là, le bruit a commencé à courir que Jacques Chirac avait vu le film en projection privée, et c'était faux à l'époque. Il l'avait pas vu. Mais alors du coup, c'est devenu vrai, c'est-à-dire que son conseiller artistique, qu'il avait vu, lui, lui a recommandé de le voir. Donc nous avons été invités à l'Élysée pour visionner le film en compagnie de Jacques Chirac. Alors ça, c'était un moment quand même surréaliste et inoubliable. Guillaume Laurent, mon co-scénariste, est arrivé en vélo. Il a garé sa bicyclette dans la cour de l'Élysée. Et j'ai souvenir donc de Audrey Tautou arrivant un peu en retard. Et Audrey, au départ, ne devait pas venir. Là, je vais peut-être dévoiler un secret, mais elle nous avait dit, voilà, mon frère est nommé gendarme ce jour-là, donc il n'est pas question que j'y aille pas. À la fête donnée pour mon frère, bien sûr. Et moi, je lui ai dit, tu sais, Audrey, j'ai entendu dire que l'Élysée était très déçue. Alors elle a dû dire quand même, c'est peut-être un peu, quand même, j'exagère. Donc elle est venue. Mais nous, entre-temps, on avait trouvé une excuse pour elle. Et donc, quand Jacques Chirac a vu arriver Audrey, il a dit, tiens, vous êtes là, mais je pensais que vous étiez au Portugal. Et Audrey a regardé la toisée Chirac des pieds à la tête, comme ça, elle lui a dit, ben, faut vérifier vos sources. Alors, le souvenir le plus incroyable que j'ai de cette projection, j'étais assis à la droite de Jacques Chirac, Bernadette Chirac était assis de l'autre côté, et Chirac me tapait sur l'épaule pendant toute la projection en me disant, c'est incroyable votre truc là, c'est incroyable votre machin, c'est plein d'effets spéciaux et on ne les voit pas. Je me souviens aussi qu'à la fin de la projection, il a déclaré que c'était une des meilleures soirées qu'il a passées de sa vie. Alors, on s'est regardé, on s'est dit, quand même, la vie de président, ça ne va pas être drôle tous les jours, parce que j'admets qu'Amélie Poulain, c'est peut-être pas trop mal, mais enfin, quand même, vous voyez, il a déclaré, écoutez, je suis arrivé, j'étais d'une humeur de chien, j'ai eu des emmerdes toute la journée, eh bien, avec ce film, maintenant, j'ai une patate, je vais retourner bosser. Voilà ce qu'il nous a déclaré, je me suis dit, bon, peut-être que grâce à Amélie Poulain, le président va résoudre quelques problèmes pour la France, et donc Amélie Poulain a servi la France. Voilà, en tout cas, ça a été un moment assez sympathique et surréaliste. C'est toujours intéressant de voir les puissants, de les voir de près, de voir où ils habitent, de voir ce qu'ils mangent à midi. D'ailleurs, je me souviens que le président s'était brûlé, il avait la main enveloppée d'un pansement, et je lui ai demandé, mais comment un président de la République peut se brûler? Et il m'a dit, en faisant des œufs sur le plat. Et quelque part, ça m'a fait plaisir de voir que le président de la République se fait des œufs sur le plat lui-même.